Donc on va continuer sur les corticoïdes. On l'a vu l'anténatal, et je vais vous parler de la corticothérapie inhalée, qui est un sujet là aussi controversé. Alors, pourquoi utiliser une corticothérapie inhalée ? D'abord parce que la corticothérapie systémique a été montrée comme efficace pour prévenir ou traiter la dysplasie bronchopulmonaire, mais avec des effets secondaires graves et bien caractérisés pour certaines molécules. Alors je suis désolé Umberto, mais c'est la dexaméthasone en fait qui a été montrée comme délétère, et peut-être qu'à petite dose ça l'est moins, mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de données sur des petites doses à long terme. Voilà. Et donc l'idée c'est de se dire si les corticoïdes sont efficaces et si on les administrait de manière locale pour éviter les effets systémiques et le risque à long terme. Alors c'est une vieille question, les premiers essais ont été publiés dans les années, c'est 88 je crois ici, il y a eu beaucoup d'essais dans les années 90, il y a eu une première Cochrane en 99, il y a eu pas mal d'essais randomisés, plus des petites séries. On ne va pas reprendre tous ces essais, mais on va en revoir un ou deux tout à l'heure. Alors plusieurs questions qui sont posées sur ces corticothérapies inhalées. La première, c'est quelle molécule ? Est-ce qu'il faut mieux utiliser le budesonide, donc le pulmicort, ou le béclométhasone, donc le bécotide, ou le fixotide. Voilà, tout a été utilisé, y compris la dexa en inhalation. Quel mode d'administration et de nébulisation ? Il y a des grands débats sur ce qui est le plus efficace. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que globalement, il y a une très faible déposition pulmonaire, en tout cas maximale à 6%, et probablement de l'ordre de 1% lorsque vous administrez une corticothérapie inhalée. Alors ça, c'est une question très importante, c'est quel est le passage systémique ? Parce qu'en fait, on essaie d'utiliser une corticothérapie inhalée pour limiter les effets systémiques des corticoïdes, mais en fait, on ne sait pas ce qui passe ou pas en systémique. Il y a très peu de données chez le nouveau-né, il y en a un peu plus chez l'enfant traité pour asthme, mais on sait qu'il y a un petit peu de passage systémique, mais un peu, donc voilà. Donc il y en a probablement un, mais il est difficile à évaluer. Et puis les autres questions qui se posent, c'est quand est-ce qu'il faut administrer ces corticoïdes inhalés, précocement, donc quasiment dès la naissance, ou plus tardivement, ou est-ce que ça peut être utilisé pour le traitement de fond de la corticothérapie de la dysplasie constituée. Voilà, les effets secondaires, on les connaît un peu, ils ont tous été décrits. Il y a les candidoses buccales ou pharyngées. Il peut y avoir des atteintes musculaires laryngées après l'administration de corticoïdes inhalés, donc il faut savoir que ça existe. Et puis les effets généraux qui seraient liés à l'absorption pulmonaire, on a vu qu'elle était relativement limitée, mais probablement aussi digestive, parce qu'en fait, les corticoïdes inhalés, on va les utiliser parfois chez les enfants extubés, en tout cas qui n'ont plus de tube, donc ça ne va pas directement dans le poumon, donc c'est absorbé au niveau probablement de l'oropharynx, et là il y a probablement un passage digestif non négligeable, et donc avec les effets du coup généraux des corticoïdes qui peuvent être décrits. En revanche, sur les corticoïdes inhalés, il n'y a pas eu vraiment d'effet immédiat rapportable à un effet systémique qui a été décrit, et puis on va discuter de l'essai Neurosis qui a montré une augmentation de la mortalité. Alors juste très rapidement pour revenir sur les tout premiers essais, vous voyez que c'est des essais qui datent des années 90, qui ont abouti à une Cochrane, une en 2006 puis une en 2009, et en gros les corticoïdes inhalés n'ont pas l'air d'avoir la moindre efficacité pour la dysplasie bronchopulmonaire caractérisée à 36 semaines. La seule chose que l'on observe, donc il n'y a aucun effet sur décès, dysplasie ou décès et dysplasie. Ça, c'est relativement clair. La seule chose qui est un tout petit peu limite, c'est ça, parce que suivant les méta-analyses, je crois que dans celle de 2006, c'était significatif, c'est-à-dire qu'il y avait moins de recours aux corticothérapies systémiques quand vous aviez donné une corticothérapie inhalée. Bref, c'était toujours pas très clair, bien qu'il y ait eu pas mal d'essais, avec pas mal d'enfants inclus. Et donc, ça a été l'intérêt de l'essai Neurosis, qui a été lancé par Christian Poetz et Dirk Bassler, qui était un essai multicentrique européen. Alors, je vous rappelle, probablement vous en souvenez, le schéma de l'essai. Donc, c'était des enfants de moins de 27 semaines strictement, séparés en deux populations, 23-25 plus 6, 26-27 plus 6, et qui étaient randomisés dans les 12 premières heures
pour recevoir du budésonide ou du placebo administré dans ces 12 premières heures. Le critère de jugement principal était décès ou dysplasie à 36 semaines. Et le critère de jugement secondaire majeur, il y en a eu d'autres, c'est évidemment l'évaluation neurodéveloppementale à 18-22 mois d'âge corrigé. Donc ça, c'est la population de l'essai. Je voulais expliquer tout ça. Ils pouvaient être en ventilation assistée, soit endotrachéale, soit nasale. Il y avait des problèmes pour les grossesses multiples. Il y avait un certain nombre de critères de non-infusion qui sont évidents et qui sont les mêmes pour toutes ces études, notamment si vous décidez de ne pas les réanimer trop lourdement, s'il y a des malformations, etc. Le critère de jugement principal, on l'a dit, et les critères de jugement secondaire importants ou majeurs, c'était toutes les causes de mortalité à 36 semaines, la dysplasie à 36 semaines, donc indépendamment de dysplasie ou décès, la durée de ventilation et d'oxygénothérapie, et les risques neurodéveloppementaux à 18-22 mois d'âge corrigé. Et puis on n'a pas pu faire vraiment les études pharmacologiques. Au départ, 2200 enfants avaient été screenés. Il y en a un certain nombre qui n'ont pas été inclus. On est arrivé à 1700 enfants qui pouvaient être inclus et 900 qui ne l'ont pas été, soit parce que les parents, on n'avait pas eu le temps, enfin les équipes n'avaient pas eu le temps d'aller poser la question aux parents dans les 12 premières heures, soit parce que les parents avaient refusé. Donc on arrive à 800 enfants qui ont été randomisés et en gros 440 et 420 qui ont reçu soit le budésonide, soit le placebo. Les résultats, donc ça c'est la comparaison des deux populations, elles sont strictement identiques, il n'y a aucune différence ni dans les caractéristiques maternelles ou néonatales. Et le résultat principal était celui-là, le critère de jugement principal. Il y a l'index composite dysplasie ou décès. Alors là, vous voyez que c'est significatif, ça atteint 0,97 après ajustement sur plusieurs covariables. Mais si on ajustait juste sur la gestationnelle, ça touchait 1, c'était limite. Vous voyez que la p-value est à 0,05. Il y a une diminution, effectivement, de dysplasie ou décès dans le groupe budésonide par rapport au placebo, qui est modéré, et encore une fois, qui est à la limite de la significativité. Ce qui rend cet index composite à la limite de la significativité, c'est en fait qu'il y a les deux items de l'index composite, dysplasie ou décès, sont allés dans les sens contraires, c'est-à-dire que la dysplasie a effectivement diminué. Ça, c'est la survie avec une dysplasie. Vous voyez qu'on est passé de 38% dans le groupe placebo à 28% dans le groupe budésonide. Mais la mortalité à 36 semaines, alors ça c'est significatif, hein, ce résultat-là, 38 versus 28, mais la mortalité à 36 semaines d'âge corrigé était un peu augmentée dans le groupe budésonide par rapport au placebo, et ça n'était pas significatif. Et d'ailleurs, c'était les tout derniers inclus, le DSMB avait décidé d'arrêter l'essai, mais en fait tous les enfants avaient déjà été inclus. Une toute petite remarque, l'essai Premiloc que vous connaissez tous probablement, qui est l'administration d'hémisuccinate d'hydrocortisone qui avait été piloté par Olivier Beau à titre prophylactique, la survie sans dysplasie est de 60 et 51%, c'est-à-dire une survie avec dysplasie de 26 et 34%, et vous voyez que c'est extrêmement proche de ce qu'on avait sur le budésonide inhalé. Sur les critères de jugement secondaire, c'est moi, tu crois, c'est ça ? Il y avait moins de canaux artériels traités chirurgicalement. D'ailleurs, c'est un résultat aussi qu'on retrouve dans Premiloc. Moins de réintubation et une durée diminuée modérément à la limite de la significativité pour l'oxygénothérapie. Et donc, ces premiers résultats disaient qu'on avait diminué l'incidence de la dysplasie, mais qu'il y avait peut-être une augmentation de la mortalité qui, à ce moment-là, n'était pas significative. Deuxième article, c'est les résultats à 18-22 mois. Donc ça, c'est le flowchart. Donc on va tout reprendre. Et en fait, ce qui est important, c'est de savoir que sur les 437 et 419, il y avait eu 24 perdus de vue d'un côté, 19 de l'autre. Et donc on était à 413 et 400 enfants dans chaque groupe, ce qui est tout à fait honorable pour un suivi à long terme.
Même chose, à 36 semaines, ces enfants avaient tous les mêmes caractéristiques globales. Et on a regardé donc avec des tests spécialisés l'évolution de ces enfants en termes neurodéveloppemental, et il n'y a aucune différence entre le groupe budésonide et le groupe placebo, que ce soit sur un index composite qui regroupe signes moteurs, cognitifs, cécité et troubles de l'audition. Et donc il n'y a pas de différence, et sur aucun des items individuellement. Donc on va passer là parce qu'on ne va pas avoir le temps de tout détailler. Donc le seul vrai problème de ce résultat global, c'est qu'il y a une mortalité globale, donc là on est à 18-22 mois d'âge corrigé, qui était augmentée dans le groupe budésonide. Vous voyez qu'on est quasiment à 20% versus 14,5%. C'est une population à très haut risque, hein, c'est des 23 à 26 plus 6. Et cette différence de mortalité, qui n'était pas significative à 36 semaines, l'est devenue, quand on a regardé, à 18-22 mois, avec donc une vraie problématique, d'autant qu'on n'a pas compris pourquoi il y avait plus de mortalité dans le groupe budésonide. On n'a rien trouvé, ni en termes d'infection, ni en termes d'entérocolite, ni en termes de ça, qui explique cette mortalité. Donc au total, sur cet essai, on peut dire que ça prévient la dysplasie. C'est à la limite de la significativité quand on combine l'index dysplasie ou décès. Il n'y a pas d'effet délétère à long terme, mais il y a une mortalité augmentée, 19,9% versus 14,5%, qui évidemment contre-indique a priori l'utilisation systématique du budésonide en prévention de la dysplasie, même si ça prévient effectivement la dysplasie. Et donc, il n'y avait pas de différence significative sur le neurodéveloppement à 2 ans. Et les conclusions du papier, c'était que pour le moment, il ne fallait pas l'utiliser, puisqu'il y a une mortalité augmentée. Il y a eu des méta-analyses qui ont été faites sur les corticoïdes inhalés. Ça, c'est les corticoïdes inhalés précoces dans les 2 premières semaines de vie. Et vous voyez que le résultat principal, mais il y a le poids de cette étude Neurosis qui est énorme, puisqu'il y a beaucoup de patients. Et vous voyez qu'il y a un effet bénéfique en termes de dysplasie ou décès, si on regroupe toutes les études qui ont été faites, avec un risque relatif qui est de 0,86, donc une diminution de 15% à peu près. Dans cette méta-analyse, ceci dit, il déconseillait l'utilisation, et notamment parce que l'intervalle de confiance pour dysplasie ou décès était extrêmement élevé, et donc il aurait fallu traiter énormément d'enfants pour éviter une dysplasie ou décès. Donc pour le moment, ce n'est pas recommandé. D'autres essais ont été faits un peu après, qui n'ont pas été inclus d'ailleurs dans cette méta-analyse que je vous ai montrée, notamment un essai japonais sur le fluticasone, le flixotide. Alors là, c'était débuté avant 24 heures de vie, et c'était 6 semaines jusqu'à l'extubation, mais malheureusement, l'étude n'a pas pu être poursuivie jusqu'au bout, parce que pour des raisons de restriction budgétaire, ça a coupé. Voilà, il y avait une population plus étroite, il n'y avait que 288 screenés, et au total 90 enfants dans chaque bras, globalement. Et je vous passe sur les détails de l'administration qui sont assez complexes, mais ce qui est intéressant, c'est même d'observer que quand on combine décès ou oxygénodépendance à la sortie, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que dysplasie, eh bien on a un effet significatif, hein, avec des réductions qui sont relativement importantes, mais surtout qui sont différentes suivant l'âge gestationnel, et c'est le groupe 24-26 semaines qui en bénéficiait le plus. Voilà, donc ça c'est les résultats, ça c'était les effets secondaires, ça c'est combinaison d'essai ou dysplasie qui n'étaient pas significatives. Les corticoïdes inhalés tardifs. Alors ça, c'est un problème parce que je connais plein d'équipes où on donne des corticoïdes inhalés après extubation pendant des semaines et on ne sait pas pourquoi. Parce qu'en fait, il n'y a absolument rien dans la littérature qui justifie de donner des corticoïdes inhalés aux enfants. On vient de le voir en prévention précoce, mais même tardivement, il n'y a rien qui justifie cette utilisation des corticoïdes inhalés. Alors ça, c'est des études
assez ancienne, hein, vous êtes d'accord. C'est après 7 jours. Là, il y avait un petit effet, mais on est à la limite de la prévention, et puis on administre des corticoïdes inhalés, on le sait. Mais c'est une méta-analyse. Sur les plus de 7 jours, il y a eu 8 essais inclus, mais les critères de jugement étaient différents pour chaque essai. Donc en fait, il n'y a eu que des données sur un ou deux essais, c'était quasiment inutilisable. Et la conclusion de cette étude en 2017, c'était ça ne montre pas d'effet bénéfique quand on l'utilise après 7 jours de vie sur dysplasie ou décès, et ça ne peut pas être recommandé. Voilà. Ils ont mis à jour en 2022. Là, il n'y en avait plus que 7, avec une pauvreté des données. Et en fait, ils étaient un peu plus prudents dans leurs conclusions. On ne sait pas si ça marche. D'accord. Donc, voilà. Et puis ensuite, il y a eu des études qui ont combiné les précoces et les tardives. Alors, on met tout dans le même shaker, on remue bien, hein, et on sert le cocktail. Et alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, hein, de combiner un 0 jour et 3 semaines, voilà. Mais ils ont inclus tous les essais de 22 à 37 semaines, d'accord, et il conclut en gros que ça a probablement un effet. Donc c'est début 1 à 60 jours, une semaine à 9 semaines, 33 jours en moyenne, toutes les molécules possibles. Et quand on met tout ça dans le shaker, donc, on arrive au fait qu'il y a peut-être un petit effet quand on rajoute tout ça ensemble sur la dysplasie à 36 semaines. On est même quasi sûr, hein, que les corticoïdes inhalés précoces, notamment, sont efficaces pour prévenir la dysplasie. Mais sur le décès à 36 semaines, il n'y a pas de différence. Et si on combine décès ou dysplasie, on est à ce qu'on avait déjà observé. Mais en fait, c'est le poids des corticothérapies précoces qui est assez important là-dedans. Voilà. Je vais peut-être vous passer, je ne vais pas vous mettre tout ça dans le... Là, moi, je ne veux pas fermer l'écran multivisionneur. Bon. Et globalement, ici, vous avez donc une autre méta-analyse avec les corticoïdes inhalés précoces qui ont un effet, mais les corticoïdes inhalés tardifs, ça n'a aucun effet. Alors si vous combinez les deux, vous avez un effet, mais c'est parce que probablement vous jouez sur les corticoïdes inhalés précoces. Voilà. Donc les corticoïdes inhalés, c'est compliqué. C'est probablement efficace pour dysplasie et peut-être un peu sur dysplasie ou décès. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas quel protocole et quand l'utiliser. Un dernier point qui est probablement un point à rediscuter dans l'avenir, c'est l'utilisation de corticoïdes précoces, donc dès la naissance en fait, administrés en même temps que le surfactant. C'est l'étude pilote de Ye qui est de 2008, puis il y en a une qui est attendue actuellement, la Plus Study, mais qui est en cours. Et dans cette étude, il avait montré qu'il y avait effectivement, quand on rajoutait le budesonide dans le surfactant, il y avait une réduction significative de décès aux dysplasies, importante, de moitié, 60 à 30%, et de la survie sans dysplasie bronchopulmonaire. Voilà. Il a ensuite fait un essai multicentrique qui a été publié dans la revue respiratoire JRCCM en 2016. Il avait donné du surventa et du budesonide, et c'était donné toutes les 8 heures jusqu'à 6 doses. Même c'est pas complètement anodin comme traitement, hein. C'est pas une injection de surfactant, voilà. Et là, il avait eu un effet effectif sur dysplasie ou décès, pas sur le décès, mais sur la dysplasie seule, clairement. Voilà. Je vais peut-être passer là-dessus parce qu'il ne me reste plus que 47 secondes. Alors, il y a eu des méta-analyses qui ont été faites sur la combinaison surfactant budesonide. C'est toutes des études qui ont été faites en Chine, en fait, hein, comme vous le voyez, voilà, et qui montrent un effet bénéfique. Donc, il y a encore une fois un gros essai australien qui est en cours actuellement là-dessus, et peut-être que ce sera l'avenir. Donc, sur la corticothérapie inhalée, pour conclure, dans les temps, Hassan, tu as remarqué peut-être, hein. Il y a encore beaucoup d'inconnus. La précocité d'utilisation semble préférable, mais avec peut-être des risques, comme on l'a vu dans Neurosis. Il n'y a pas de protocole clair, et il y a un intérêt de l'association budesonide et surfactant.
Et encore une fois, il n'y a pas d'indication à utiliser des corticothérapies inhalées tardives chez les enfants, même s'ils sont dysplasiques. Voilà. Merci.